Non, on annoncera tout à l'heure. Alors, Cathy, je peux rester un petit peu plus longtemps. Ouais, super. Il faudrait que je parte vraiment au dernier, vers 15h30. Ah ben super, mais il n'y a pas de problème. Très bien. Voilà. Bonjour. Hop. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Hop, je ne vous entends pas. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ok, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons parler de la qualité de vie au travail en compagnie d'Olivier qui veut bien rejoindre la caméra. Et ici, de notre côté, nous avons la commission achat, démarche, innovation, développement durable ou achat responsable, donc qui est composé des établissements de santé, de prestataires de services et d'usagers aujourd'hui, de représentants d'usagers. Donc tout le monde a participé à la réunion d'aujourd'hui sur la qualité de vie au travail. Olivier, un petit mot d'accueil peut-être. Qualité de vie au travail, ça fait partie des piliers de la RSE que l'on a un petit peu oublié ces dernières années puisqu'on a mis un focus grâce au Grenelle de l'environnement sur les sujets plus particulièrement environnementaux. Mais le sujet de la QVT n'est pas anodin. Pourquoi? Parce qu'un chiffre, moi, me marque beaucoup. 100 000 salariés par jour ne viennent pas travailler dans le monde de la santé. 100 000 salariés par jour ne viennent pas travailler dans le monde de la santé parce qu'ils sont malades et arrêtés. Et après, on demande à ses collaborateurs de prendre en charge la santé des Français. Donc, il est évident que de mettre en place des stratégies, des outils, des formations, des accompagnements pour prendre en main la santé des professionnels, eh bien, c'est une garantie en termes de santé publique, d'où l'importance de ce thème. Super, merci Olivier. Donc, hop, on va tourner le slide si ça veut bien. Voilà. Donc là, juste un petit récap de ce que peut être la qualité de vie au travail. Donc, il y a une définition par l'HAS, puisque nous sommes dans le monde de la santé, même si tous les fournisseurs ne sont pas propres à la santé. Regroupe l'ensemble des actions qui permettent de concilier l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des établissements de santé. Ces actions permettent d'accompagner les professionnels tout en, alors j'admets les derniers arrivants, tout en garantissant la sécurité des soins, la qualité des soins et la santé des professionnels. L'HAS, en partenariat avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, ANACT, travaille sur le sujet afin d'étayer la notion de qualité de vie au travail, de comprendre sa dynamique dans les établissements de santé et de proposer des repères aux acteurs impliqués, professionnels, managers et représentants du personnel. J'en profite pour attirer votre attention sur l'ARACT, c'est-à-dire sur l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail, parce que c'est là qu'il y a des budgets et que les établissements qui veulent se lancer dans des dynamiques d'amélioration des conditions de travail, eh bien, il y a des moyens. Encore faut-il les demander. Vous avez également le plan santé au travail et le plan régional santé au travail, piloté par les ARS qui définissent dans chaque région les grands enjeux, les grands objectifs. Et plus vous montez les dossiers auprès des ARACT en prenant en considération les enjeux des plans régionaux santé au travail, plus vous avez des chances d'obtenir des moyens. Donc là, des acteurs qui sont répertoriés sous l'ANAC version nationale. Donc là, une petite fleur qui va vous détailler les différents piliers de la qualité de vie au travail. Donc, ils sont pas classés hiérarchiquement puisqu'ils sont sous forme de fleurs. Donc, la relation au travail, climat social, le contenu du travail, la santé au travail, les compétences et le parcours professionnel, l'égalité professionnelle et l'engagement management. Dernièrement, j'ai assisté à l'agora du C2DS et une des intervenantes expliquait qu'elle voudrait plus voir une notion de qualité de vie globale que s'arrêter à la qualité de vie au travail.
Donc, j'ai trouvé intéressant. Donc, nous ouvrirons les questions sur ce sujet en fin de réunion. Si vous voulez nous interpeller au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas, posez les questions dans le chat. On vous répondra au fur et à mesure ou en fonction. Là, vous n'avez pas vos micros, mais nous vous les donnerons à la fin. Donc, le détail sur chaque pétale, la relation au travail et le climat social. Donc, ça parle tout seul. Hein, c'est comment vous interagissez avec vos collègues, quelle est l'ambiance, quel est le support que peuvent avoir les instances, comment se passent les réunions internes et des éléments conviviaux, des événements, etc. Le contenu du travail, c'est évident. Alors, pardon, juste un petit détail, mais sur lequel je vais insister, parce que ça, on en entend parler partout, sur les lieux de pause. Oui. Parce que les lieux de pause peuvent être des fois polémiques, car souvent dans les entreprises, seuls ceux qui fument peuvent en fait faire une pause parce qu'il n'y a pas de lieu dédié à cela. Par contre, il y a des expériences absolument géniales en ce moment avec des établissements qui créent des lieux de pause à base de verdure, des serres, des choses très agréables, qui fait que ça devient vraiment un moment de détente et pas un moment de stress où on est entassé à être obligé de fumer ou de subir la fumée des autres. Donc, sur ce sujet-là, c'est très prégnant. Il y a des demandes sur le terrain qui sont importantes. Ça demande peu d'investissement pour un résultat qui est très intéressant. En effet. Mais donc, si je pense que c'est un sujet sur lequel il va y avoir des polémiques, des débats. Et c'est un sujet qui peut faire débat auprès de la direction de dire pas de lieu de pause. Parce que ça ne génère pas de productivité, on n'est pas en train de travailler. Alors justement, à ce moment-là, je vais en profiter pour vous dire une chose. Toutes les études qui sont sorties sur les performances RSE dans le monde montrent que les stratégies RSE, notamment basées sur la qualité de vie au travail, montrent une productivité augmentée de 7 à 20% dans toutes les entreprises dans le monde qui se lancent dans ces sujets-là. Donc, bien au contraire, investir sur la qualité de vie au travail, c'est augmenter en termes de productivité. Alors, ici, autour de la table, nous avons un établissement de santé qui ne sait absolument pas que je vais l'interpeller sur le sujet, mais qui va pouvoir, en voix off, vous dire qu'il a fait un Vie ma vie la semaine dernière. Tout à fait. Voilà. Donc, et de rien. Et donc, ça, ce sont des éléments qu'on pourrait dire conviviaux. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut ce point-là, et qui est controverse, permet de relativiser avec des actions concrètes sur le terrain. Le contenu du travail est forcément important. Alors, je crois que nous avons un expert qui vient d'arriver. Ahmed ? Ahmed ? Oui, il m'entend, il est bien là. Bon, il reviendra plus tard. Alors, le contenu du travail, c'est la clarté du travail, l'autonomie dans le travail, les moyens pour réaliser le travail, la clarté des consignes, la gestion de l'activité et la répétition des tâches de travail. Donc, c'est un point important. Plus vos collaborateurs sauront ce qu'ils ont à faire, où ils sont attendus et ce qu'ils vont pouvoir faire, ils seront plus efficaces, plus enclins à s'engager, puisque la qualité de vie aussi, c'est l'engagement professionnel. Un point à rajouter Tu as tout. Ok. Alors, la santé au travail. La santé au travail, c'est la diffusion du document unique avec les risques majeurs qui sont listés dedans. C'est la mise en œuvre d'un plan d'action. C'est la prise en compte des taux habituels, absentéisme, accidents de travail et risques psychosociaux, les TMS. C'est aussi l'aménagement et l'ergonomie du poste de travail, l'optimisation des déplacements professionnels. Donc, on verra après comment on peut décliner et répondre à toutes ces actions. Là, je vais insister sur 3 points qui sont des priorités du plan national santé au travail. Le premier, c'est la prévention de l'exposition aux produits chimiques. Alors ça, c'est un risque très, très important dans nos structures que nous mesurons fréquemment. Le deuxième, tu l'as cité, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y en a beaucoup. Il y a des métiers qui sont handicapants et pas suivis. Il est très rare d'avoir des ergonomes qui interviennent dans les établissements et Dieu sait si ça sert parce que ça permet de réduire l'absentéisme. Et le troisième élément qui est passé inaperçu dans le Code du travail depuis août 2017, chaque employeur a l'obligation de protéger ses salariés des expositions aux champs électromagnétiques et on ne l'a juste pas vu passer. Et là, je vous engage aussi à creuser ce sujet-là. C'est un texte de loi que l'on pourra vous faire suivre.
qui est très important parce que nous sommes tous exposés sur le lieu de travail et on peut faire autrement en appliquant une dizaine d'éco-gestes. Alors, la compétence et le parcours du professionnel est importante, en effet. Comment on l'intègre à la société quand il est intégré? Comment on va avoir des entretiens réguliers avec lui pour le mobiliser, pour voir si la qualité de vie est globale, hein, donc l'équilibre vie privée, vie professionnelle. On va gérer ses compétences pour éviter deux phénomènes de société, le bore-out, donc l'ennui au travail, et le burn-out, la surcharge de travail. Donc, ce sont deux thèmes qui sont importants. Le plan de formation pour lui permettre de toujours être agile sur le marché et pour la société, bien évidemment, l'adaptation des compétences aux attentes de la structure et l'utilisation de différents dispositifs comme la prévention des risques et autres. Ahmed? Bon, Ahmed ne m'entend toujours pas, mais pourtant il est de l'autre côté, je le vois connecté. C'est là qu'on peut peut-être parler du concept de l'entreprise libérée. Ah oui. J'aime pas tellement ce terme. Nous, on a pris comme option de parler de l'entreprise ouverte dans notre agence. Et je pense que la profession a tout intérêt à creuser ce concept-là parce que cela permet en effet de créer des relations différentes entre les collaborateurs. Cela permet une productivité tout à fait efficace. Cela permet une ambiance exceptionnelle. Cela permet à chacun de faire un travail collaboratif. Cela favorise donc ces stratégies d'amélioration de la qualité de vie, pas qu'au travail, global, puisque quand on passe près de la moitié de son temps au boulot, quand on rentre chez soi, on est mieux. Donc, le concept de l'entreprise libérée est un concept qui est très, très intéressant et assez nouveau en France. Il y a quelques exemples concrets et ton entreprise en fait partie. Oui, mais il y en a de plus en plus, mais c'est assez intéressant à vivre en fait. Alors, ensuite, le point important, c'est l'égalité professionnelle, hein, donc la conciliation vie professionnelle, vie privée, comme on vient de voir, l'aménagement des horaires en fonction de ses rythmes de vie personnels et des événements de la vie, puisque la vie est un long fleuve tranquille, nous le savons tous, l'usage des outils de communication, l'égalité professionnelle homme-femme ou femme-homme, la pyramide des âges, hein, donc les seniors, les juniors, et la prise en compte du handicap. Donc ça, c'est plutôt égalité professionnelle, mais aussi insertion, inclusion, absence de discrimination. L'engagement du management et l'engagement du collaborateur, donc sa connaissance de la stratégie, hein, donc où il en est, est-ce qu'il y participe, du projet de l'entreprise ou de l'établissement de santé, sa clarté des rôles, mais on l'a vu dans le contenu du travail, c'est déjà un point important. Les procédures de travail, là, si elles sont bien diffusées, s'il en est bien conscient. Le temps d'échange sur le lieu de travail, que ce soit lors de pauses au café ou pendant les réunions de travail. La transparence sur la politique de rémunération et l'information sur les échanges. Alors, je vais essayer de capter notre expert à l'autre bout du fil. Ahmed? Oui. Ah, bienvenue Ahmed. Oui, j'ai réussi à me connecter, ça y est, j'ai stabilisé une connexion. Super, on t'entend. Donc, est-ce que tu nous as entendu déployer la marguerite? Oui. As-tu des pour la qualité de vie au travail, c'est pas mal. Je cherchais de voir si c'était pas une contrepétrie. As-tu des ajouts ou des remarques à nous faire? Surtout sur la transparence. La transparence, c'est un point fondamental à mon sens quand on lance une démarche de qualité de vie au travail. La première raison à cela, c'est que si on ne propose pas à nos collaborateurs des choses transparentes en termes de fonctionnement, et quand je dis la transparence, on entend souvent la rémunération, hein, mais attention, il y a aussi dans le fonctionnement la transparence, dans le fonctionnement décisionnel, notamment en termes de délai. Je vais vous donner un exemple très concret si on parle par exemple de parcours et de compétences professionnelles. Vous faites une demande de formation. Il n'y a rien de pire pour un salarié de ne pas avoir de réponse, de ne pas savoir quand il aura une validation ou une invalidation de son projet de formation. Et ça, c'est des éléments, j'allais dire, souvent qui passent à l'as
et qui sont générateurs de frustration, qui cristallisent des problèmes et qui génèrent des tensions inutiles uniquement parce que ce qui peut être implicite pour un employeur ne l'est pas pour son salarié. C'est-à-dire que le fonctionnement notamment du système de formation, mais d'autres, hein, que ce soit même le fonctionnement décisionnel dans les différentes institutions, eh bien, il mérite d'être éclairci, d'expliquer, même d'expliquer le fonctionnement comptable, expliquer le budget, expliquer comment ce sont des investissements utiles en temps qui permettent de désamorcer pas mal justement d'appréhension par rapport à ces sujets-là. C'est vraiment hyper important d'avoir cette transparence et d'avoir aussi cette considération envers ses collaborateurs, puisque ils sont aptes à comprendre aussi les problématiques que l'on peut rencontrer. D'accord. Un vie ma vie peut-il être une solution ou partielle? Un vie ma vie est pour moi pas une solution, c'est plus, je dirais, un outil. C'est-à-dire que vous pouvez faire un vie ma vie un peu bidon, mais en disant, bah voilà, vous allez… et oui, ça existe, vous pouvez faire du bidon dans le vie ma vie. C'est dans la façon dont vous allez expliquer et prendre le temps d'expliquer le travail qui est réalisé et le positionnement à la personne que vous allez l'amener justement à sortir de son rôle du quotidien. Si je dis, par exemple, vous m'accompagnez sur un vie ma vie, vous prenez mon poste de consultant expert et que je vous dis, bah voilà, moi je fais comme ci, comme ça, je passe rapidement, très rapidement, sans vous donner les raisons et les fondements de ce que je fais, eh bien, ça n'a pas de sens et on reste chacun dans notre rôle finalement et dans notre expertise. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de bien expliciter, de garantir voilà, qu'il y ait une compréhension au-delà de simplement d'avoir passé du temps sympa ensemble. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là de notre conférence? N'hésitez pas, je vous écoute. Donc là, j'en ai une ici de notre côté. Donc Nadine, on vous écoute. Voilà, c'est le mot écoute que je n'ai pas entendu dans son explication. Ah. L'écoute est indispensable. D'autres. Je pense que c'est un prérequis, en effet, l'écoute. Et donc, on va décliner comment peut-être mettre en place une qualité de vie au travail. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Je veux bien revenir juste sur l'écoute. Ça fait juste une très belle illustration. Par exemple, moi, je suis un expert. Pour moi, c'est implicite. Si j'explique pas et que je ne vous mets pas dans la peau de l'expert en vous disant qu'effectivement, l'écoute est indispensable, c'est un prérequis. Pour moi, il y a un deuxième prérequis qui va avec l'écoute, c'est la volonté de changement. Pour se lancer dans une démarche de qualité de vie au travail, il faut vouloir changer les choses, changer certaines habitudes, changer certaines perceptions et certaines visions aussi d'une organisation. Et ça, c'est là où souvent, c'est difficile de prendre des risques. Imaginez un chef d'entreprise qui doit se mettre à nu et expliquer qu'il va vouloir changer les choses, ça veut dire aussi se remettre en question. Donc là aussi, à ne pas l'écoute, bien évidemment, c'est un prérequis fondamental et la volonté du changement. Merci Ahmed. On continue. Alors, hop, voilà. Donc la loi cadre partiellement la qualité de vie au travail, mais vous avez l'accord national interprofessionnel de 2013 et la loi de travail qui a donné, donc j'essaie de vous mettre la main, le droit à la déconnexion pour les salariés dans les entreprises de plus de 50 personnes. Donc là, ça concerne beaucoup d'entreprises. Donc, Ahmed, un commentaire ? Oui, pour moi, aujourd'hui, c'est le texte clé, c'est cet accord national interprofessionnel parce que déjà, comme son nom l'indique, il a réuni quand même l'ensemble des partenaires sociaux et le ministre du Travail pour définir la qualité de vie au travail. Donc, pour moi, c'est fondamental. C'est vraiment le texte de référence aujourd'hui parce qu'il nous donne les grandes définitions, les axes de travail attendus et concrètement, j'allais dire… ce que l'on doit faire, et notamment la mise en place d'indicateurs et l'obligation de mesurer, j'allais dire, notre avancement sur une démarche de qualité de vie au travail. Donc, je le joins à la présentation, comme d'habitude. Donc, il est en lien hypertexte sur la présentation, mais il est aussi en document joint au compte-rendu de cette présentation. Je travaille avec Ahmed, pour ceux qui ne le savent pas, pour vous donner ma vision aussi des choses et complémentaire. Pour moi, ce n'est pas la loi qui doit dicter la qualité de vie au travail, parce que si je résume la qualité de vie au travail ou la qualité de vie tout court, c'est uniquement résumé dans la logique de la bienveillance dans les relations entre les acteurs. Et ça, la loi ne le gérera absolument jamais. Soyons bienveillants les uns avec les autres et je pense que nous aurons fait notre part du travail. Absolument.
Alors, les enjeux, c'est améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés, c'est favoriser l'égalité professionnelle, améliorer le dialogue social, fournir un cadre et améliorer la performance économique de l'entreprise. Ça, c'est les enjeux qui ont été définis par l'accord cadre. Et les objectifs, c'est mieux répondre aux attentes des salariés. Donc, pour mieux répondre aux attentes des salariés, il faut donc les écouter, pour revenir à ce qu'on disait précédemment. Lutter contre les pathologies liées au travail, parce que là, on est dans le cadre de vie au travail, mais la paroi est tellement fine qu'on pourrait engager même le discours sur le global, engager ses collaborateurs, les fidéliser, recruter des talents et renforcer le sentiment d'appartenance. Un point à rajouter, Ahmed, Olivier? Des questions? Ok. Alors, les avantages induits dans cette démarche, c'est de réduire les problèmes de santé en rapport avec le travail, les risques psychosociaux, le stress, les TMS, on a vu les champs électromagnétiques. Donc, par cascade, réduire l'absentéisme, limiter le turnover par la fidélisation des collaborateurs et améliorer la performance. Pour moi, il y a un avantage majeur qui n'est pas écrit et c'est normal parce qu'il est même difficile à exprimer. C'est, eh bien, ça se résume tout simplement dans le plaisir de venir bosser le matin. Voilà. Je crois que ça se résume à ça. Il y a des entreprises, on en connaît ou on en a connu. J'en ai connu où dès qu'on y arrive, on se sent mal, on n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Donc, il est évident que la productivité et le bien-être global ne pourra pas exister. En revanche, quand on arrive le matin, qu'on est content de retrouver la structure, les collègues, et la machine à café et les clients, parce que travailler dans une structure, c'est aussi la bienveillance par rapport aux clients. Et bien, quand on vit ça, je pense qu'on s'aperçoit que le travail n'est pas une purge pour l'homme, mais que bien au contraire, c'est un moyen de se réaliser. Donc, on a essayé de lister, et ça, c'est l'ANACT qui a listé les étapes de mise en place de la QVT, mais après, chacun des témoignages apportera un éclairage. Donc, d'abord, il faut piloter la démarche, donc avec un questionnement au niveau des instances et de la direction. Après, c'est la mise en place d'un dialogue et d'un diagnostic avec les collaborateurs en 360 degrés. C'est tester de nouvelles actions, c'est expérimenter et c'est piloter avec des indicateurs de suivi. Donc, c'est une démarche d'amélioration continue qui doit être évaluée à chaque étape. Avec des indicateurs pertinents, donc on va en voir quelques-uns, mais voilà, donc on peut échanger sur ce sujet et voir comment vous avez mis en place un procédé de qualité, la mise en place d'une qualité de vie au travail. Donc je sais qu'Olivier a un outil de mesure très agile, très rapide, qui se fait sur le smartphone en quelques minutes de mesure de la qualité de vie au travail, c'est le programme B2ST. Voilà, donc et qui permet d'avoir tout de suite une vision de vos collaborateurs, enfin de ce que ressentent vos collaborateurs et de l'amélioration qui pourrait être apportée à votre processus. En fait, c'est un dialogue ouvert entre la direction, les managers et les collaborateurs. Et on a même rajouté une fonctionnalité depuis peu, parce qu'on est sur la deuxième version de cet outil. On a interrogé plus de 5000 collaborateurs en France et avons fait un baromètre avec des tendances qui sont très intéressantes. Et on a rajouté un outil qui est un outil d'alerte. Si un collaborateur dans une entreprise constate qu'un de ses collègues ne va pas bien, eh bien, ce n'est pas de la délation. Au contraire, eh bien, c'est d'alerter et de dire attention, j'ai remarqué que telle personne ne va pas bien, puisque c'est un outil qui est totalement anonyme pour justement garantir que chacun puisse s'exprimer. En revanche, si on a constaté que son collègue de bureau à côté ne va pas bien, eh bien, il y a quelque part une possibilité de signifier et d'agir. De façon anonyme? De façon anonyme, c'est-à-dire qu'on peut alerter en disant « j'ai repéré que quelqu'un ne va pas bien, je suis à disposition pour en parler ». D'accord. Ok. Des questions à ce niveau-là? Oui? En fait, je reviens sur l'outil. Si l'outil est anonyme et que j'alerte qu'effectivement mon collaborateur n'est pas bien, comment est-ce qu'on peut revenir vers moi si... Parce qu'il y a un espace où on peut nous écrire. Et donc accessible à tout le monde. Uniquement nous. Il n'y a que nous qui recevons l'alerte en fait. Tous les gens qui ont répondu dans une entité ne vont pas savoir que vous avez tiré une sonnette d'alarme, si vous voulez. Mais le dirigeant saura que c'est la personne qui a finalement alerté. S'il le souhaite. Parce que c'est un contact par mail en plus. Parce que vous n'êtes pas identifié sur la plateforme. Voilà, vous répondez de manière totalement anonyme. C'est une clé majeure pour ce genre d'outil.
Comme ça vous permet d'exprimer vraiment sur toutes les questions un point de vue vraiment absolument complet. On ne peut pas vous retrouver. On ne peut pas vous tracer. Le seul code d'accès que vous ayez, c'est un code d'accès service, puisque l'outil que nous avons développé permet d'avoir des résultats service par service. Si vous êtes au bloc opératoire, vous serez identifié avec un code d'accès bloc opératoire. Vous aurez une analyse tendancielle service par service, ce qui permet d'un seul coup d'œil, je peux vous montrer après si vous voulez, un rapport anonymisé. Vous savez en un seul coup d'œil sur vos 12 services, dans quel service vous devez agir sur quel sujet. Après, j'ai trouvé une infographie qui était assez intéressante sur Vivement Lundi, donc Happiness culture d'entreprise. Donc, en 6 mois ou en 3 mois, vous pouvez avoir des résultats très visibles. Donc, peut-être que la durée sur ton retour d'expérience de 5000 collaborateurs est plus courte, mais eux ont établi que, voilà, donc ça chassait les irritants très rapidement. Il n'y avait pas un gros budget à avoir en première instance. Donc, rapidement, les actions qui étaient proposées par les collaborateurs étaient efficaces et par la direction. Après, on pouvait identifier un happiness chief, c'est ça, c'est officer, mais c'est pas nécessaire ça c'est la nouvelle tendance dans les grandes sociétés, mais un pilote de la QVT au sein de leur structure. Donc, la plupart du temps, c'est le RH qui a ce rôle. Et l'avantage, c'est qu'il y avait des actions concrètes qui embarquaient au bout de 6 mois l'ensemble des collaborateurs dans une nouvelle dynamique d'écoute, etc. Donc, la clé, c'est le baromètre de base de la mesure de la qualité de vie au sein de sa structure. Ahmed ? Oui. Des points à rajouter jusque-là ? Bon, écoute, c'était assez complet. Hein. Non, juste par rapport au Happiness Chief Officer, Oui. c'est effectivement, tu fais bien de le souligner, c'est très tendance, c'est très à la mode. Il faut se méfier des modes, hein. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit la cerise sur le gâteau. Il ne faut pas que ce soit que ça vienne remplacer la démarche appuyée par le baromètre, justement. C'est ça. En fait, tu parles de greenwashing, quoi. En fait, ça serait du QVT washing. Social washing, on pourrait dire. Social washing, ok. Alors là, il y avait une infographie qui était donnée par la NACT sur les grands indicateurs liés à cet accord. Donc, évidemment, l'absentéisme. Les conditions de travail, c'est une enquête auprès des collaborateurs. Votre démographie, c'est le genre, les âges, les qualifications, l'ancienneté, la moyenne d'âge de votre population, mais c'est propre à votre structure. Les parcours, donc ça c'est les nombres de formations, la mobilité, le télétravail s'il est utilisé, les promotions internes, la distance professionnelle de son domicile à son travail, tout ça, et le parcours professionnel. La production, donc si à l'usine, par exemple, le nombre de pannes, le taux de rebut que vous avez, donc là on est plus sur des indicateurs qualitatifs que vous êtes habitués la plupart du temps à avoir, la maintenance, la satisfaction de vos clients, la santé. Donc, c'est un point important. Donc, tout ce qui est troubles de la santé, les inaptitudes, les reclassements que vous pouvez avoir suite à des maladies professionnelles. Qu'est-ce qu'on a dit? Les risques chimiques, les risques champs électromagnétiques et la sécurité au travail. Donc, les accidents du travail, les incidents, les agressions, s'il peut y avoir de la violence dans votre structure, ça peut arriver. Un levier à ne pas négliger, certains thèmes comme la prévention des risques chimiques, l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, les troubles musculo-squelettiques et les champs électromagnétiques ont un impact fort parce qu'ils touchent les gens dans leur vie perso également. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le sujet dans mon entreprise, je dois respecter telle et telle règle, je dois mettre tel et tel dispositif de protection parce que le patron l'a décidé. Ce n'est pas du tout ça. Justement, la clé, c'est de faire changer les gestuels traditionnels et quotidiennes parce que ça impacte aussi le quotidien, la maison, la famille et donc la santé en général. On parle maintenant de santé environnementale qui part de l'entreprise et qui sème jusqu'à la maison. Donc, le rôle de SMR ou de alerteur de bonnes pratiques par le biais de l'employeur sur la vie privée des collaborateurs. Très bien.
Alors, quelques chiffres clés. Donc là, tout à l'heure, tu en as donné quelques-uns. Donc, je les rajouterai dans le PowerPoint. Alors là, je vous écoute, messieurs, parce que moi, je n'en ai pas. Et donc, allez-y. Chiffres clés sur quoi en particulier? Parce Sur la QVT. Sur la QVT, moi, il y en a un que je vais mettre en lumière tout de suite. Mhm. Sur le taux d'absentéisme, qui est quand même le chiffre, pas unique, mais le plus important. On trouve quand même une disparité dans notre secteur qui va de 5 à 20%. Et 5 à 20%, ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'il existe des organisations où, au quotidien, eh bien, on peut avoir jusqu'à 15-20% de collaborateurs qui sont arrêtés. Je pense que ces chiffres sont absolument majeurs à suivre. Alors, vous avez des établissements dans la même catégorie qui sont à 5 ou à 6. Alors, il faut déjà s'assurer que le calcul du taux d'absentéisme est bien fait de la même manière partout, parce que ça, ce n'est pas forcément le cas. Donc, il faut bien se mettre d'accord sur ces indicateurs et sur la façon de calculer. Mais inévitablement, c'est un chiffre à suivre de très très près, parce qu'en termes de rentabilité et d'ambiance dans une entreprise, on voit bien que ce chiffre-là est une priorité absolue. Tu nous as dit le nombre d'absents tout à l'heure. 100 000. 100 000 par jour. Dans le monde du sanitaire. C'est-à-dire que sur 1 200 000 collaborateurs, il y en a à peu près 10% qui ne viennent pas travailler et certains qui, en plus, ça c'est plus pernicieux, ça ne se voit pas et ça fait partie de nos spécialités sur l'agence, ce sont les expositions récurrentes et permanentes à des produits ou à des procédés qui font que vous déclencherez un problème ou une maladie quand vous partirez à la retraite. Ça, le problème, c'est que ça ne se voit pas, ça ne se mesure pas. Votre exposition aux composés organiques volatiles tous les jours quand vous venez bosser, vous ne la voyez pas. Elle est invisible, mais pourtant on la mesure, elle est bien là. Et si vous réduisez cette exposition au risque, vous réduisez l'exposition au risque pour très longtemps. On sait par exemple que les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des répercussions sur 3 générations pour une maman. 3, même 4. Donc ça veut dire que respirer H24 des produits chimiques dans un environnement mal géré, mal structuré, mal ventilé, ça va bien au-delà de ces 100 000 absents par jour. Ça veut dire que ça, on va se le répercuter à la retraite et pendant des années qui viennent. Donc, ces risques invisibles, je vous engage à vraiment les creuser dans le cadre du document unique. Là, on va au-delà des chiffres, parce qu'il n'y a pas de chiffres là-dessus. Mais pour éviter d'avoir des chiffres demain et des tableaux de bord à mener sur les maladies post-exposition, eh bien, c'est aujourd'hui que ça se fait. Moi, j'en ai quelques autres à vous proposer, hein, bien sûr. Je pense qu'il y a déjà des choses qu'il faut mettre en avant. C'est peut-être quelque chose de ce qu'attendent les salariés. Oui. En matière de formation, j'en ai parlé un petit peu. Aujourd'hui, on a 99% des gens qui pensent qu'ils ont besoin et qu'il est nécessaire à leur bien-être de se former tout au long de leur vie professionnelle. Ça, c'est important. On a 50% des gens qui se disent satisfaits de leur situation professionnelle. C'est-à-dire qu'on a quand même une personne sur 2 qui ne l'est pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un grand travail à faire sur comment que cette situation professionnelle corresponde aux aspirations des personnes. Troisième chose, concernant le stress. 24% des salariés sont dans un état d'hyperstress. Donc, un état d'hyperstress, il faut le rappeler, qu'est-ce que c'est? C'est un niveau de stress tellement élevé qu'il y a un risque d'atteinte physique et psychologique sur leur santé. Voilà. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels il faut… Souvent, on a tendance à dire, c'est un peu devenu à la mode de dire que le stress, tout ça, il n'y en a pas tant que ça et que… il y en a quand même, il y a quand même encore aujourd'hui un quart des personnes qui souffrent de ces situations. La même chose, mais sur son pendant, j'allais dire, un peu plus pernicieux, qui est l'anxiété. On a un peu plus de 50% des gens qui souffrent d'anxiété et d'un niveau élevé d'anxiété, on a 52%. Et enfin, répercussion invisible aussi, mais qui peut être liée à l'activité de travail, c'est les problématiques liées au sommeil. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Il parle du sommeil, quel rapport? Eh bien, il y a aujourd'hui un quart des Français qui se plaignent de manquer de sommeil les jours de travail. C'est-à-dire que les jours où ils vont bosser, clairement, ils sont dans des situations de stress ou d'organisation sociale, parce qu'ils ne peuvent pas concilier efficacement vie privée et vie professionnelle, où il manque de sommeil. L'exemple le plus frappant, vous faites des horaires un peu décalés, un petit peu à des tranches horaires un peu extrêmes, disons.
ce qui est assez courant dans le secteur sanitaire, médico-social, la restauration, l'hôtellerie, tous les secteurs de services quasiment, eh bien, vous avez des personnes qui doivent se lever très tôt, par exemple, pour aller emmener les enfants à la crèche, se coucher très tard, de la même manière pour préparer la journée du lendemain et préparer tout ce qui va bien. Donc, quand vous devez préparer tous les petits pots, les machins, les trucs, par exemple, pour les enfants et emmener les enfants le lendemain matin, ça vous raccourcit considérablement. Tout ça pourrait être réglé en mettant à disposition des services et des prestations avec potentiellement la contribution du salarié ou pas, selon ce que permet l'entreprise, mais il y a des capacités à répondre aussi à cette pression temporelle que peuvent avoir des personnes qui sont en dehors de leur vie personnelle, impactées par leur vie professionnelle. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels un quart des Français, c'est vraiment une proportion énorme. Enfin, on a directement un tiers des Français qui souffrent des troubles du sommeil. Travaillent en horaire décalé, essentiellement, quand vous travaillez en 3-8, 2-8, quand vous travaillez de nuit, eh bien, vous souffrez des troubles du sommeil. Donc là, le constat est sans appel, les troubles du sommeil sur le long terme, eh bien, ça augmente l'incidence des cancers, ça augmente l'incidence des maladies chroniques, de l'obésité, des accidents cardiovasculaires. Donc là-dessus, il faut être intransigeant avec cette thématique, puisqu'elle peut paraître satellite. Il faut se positionner pour permettre aux salariés, soit par la formation à essayer de récupérer sur le terrain, formation à la micro-sieste, formation à la méditation, des choses comme ça qui peuvent paraître un petit peu nébuleuses, mais qui permettent de débrancher un temps pendant qu'on est au travail et de récupérer. Vraiment de favoriser un temps effectif de repos qui soit vraiment salvateur pour des salariés qui peuvent souffrir de ces organisations. Merci Ahmed, merci Olivier. Alors donc on a une réaction de la salle virtuelle. Donc Philippe nous dit qu'il a une expérience de 10 années de directeur de site et ça lui a appris à rester très méfiant à l'égard des solutions court-termistes et gadgets. Une bonne batterie d'indicateurs bâtis et revus régulièrement avec le CHSCT, l'implication de la médecine du travail pour servir d'alerte tout en respectant la confidentialité, ce en mon sens les vecteurs de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Voilà. Oui. Merci Philippe. Juste les indicateurs, parce que je peux en dire très rapidement, et puis je vois le temps qui tourne, donc je vais essayer de faire court, même si ce n'est pas ma grande spécialité. Les indicateurs, ce que tu as évoqué tout à l'heure et ce que présente Anna, ce sont des indicateurs que l'entreprise a déjà depuis très longtemps. Voilà, des indicateurs sur la productivité, sur la qualité, sur la santé, la sécurité, ce sont des indicateurs que nous connaissons, qui sont maîtrisés. Et quand vous regardez ne serait-ce qu'un bilan social, le bilan social des entreprises, pour ceux qui y sont soumis, il couvre l'essentiel de ces indicateurs. Mais la différence, et tu le disais tout à l'heure, il faut l'animer. Voilà. Donc effectivement, moi je suis assez d'accord. En matière d'outils, il n'y a pas forcément besoin d'outils. En revanche, il y a des problématiques comme celles que je viens d'évoquer, sont des problématiques qui sont liées à la nature humaine et qui sont liées à des organisations modernes de travail. Les 3-8 n'ont pas toujours existé. Ça n'a pas toujours fonctionné de cette manière-là. On n'a pas toujours mis du personnel de nuit. On n'a pas toujours fonctionné aussi systématiquement. Donc, il faut bien le rappeler aussi qu'il y a des risques émergents et qu'il va falloir proposer des solutions concrètes à ces risques émergents. Ok. Des réactions? Ah oui, les 12 heures de travail. Ouais. La durée de travail est aussi peut-être difficile. Ouais. Ok. D'autres points rajoutés? Des réactions de la salle? Donc là, on vous a mis quelques supports en fin de présentation que vous pourrez aller voir. J'ai ouvert le micro à tout le monde. Donc, vous pouvez parler si vous voulez. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas. Allez, c'est la première réaction qui est toujours… Vous avez tous la parole? Oui. Personne? Ah, je vois que vous essayez de parler, mais… Non? D'autres réactions? Non. Bon. Des choses à rajouter, Ahmed, Olivier? Écoutez, je pense qu'il y a actuellement des expériences en France à suivre. Vous avez plein d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont en train de faire des tests sur des managements différents, sur des organigrammes différents. Je pense que c'est très intéressant de découvrir ce qui se passe, d'autres modèles.
Alors, hop. Des réactions? Alors, peut-être que vous essayez de nous parler, mais on ne vous entend pas. N'hésitez pas à nous le faire par le chat. Bon, pas de réaction. De toutes les manières, on arrive au terme de cette visioconférence. Le programme de la prochaine fois, vous l'avez là. Donc, hop, hop, mon écran. La prochaine fois, ça sera la réduction des effluents. Donc, on va parler de vos eaux usées, hein, donc, et de ce que vous mettez dans vos eaux, comment vous le gérez, mesurer, limiter, supprimer les facteurs à risque. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Et puis, au 8 novembre. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Oui.